Je vous propose donc de terminer cette journée par cette quatrième table ronde. Vous en connaissez le thème. Nous allons parler du citoyen, de sa place dans les sciences économiques. Alors, la place du citoyen, de l'humain, du genre, tout ceci par rapport justement à cette discipline qu'on a déjà explorée, qu'on appelle les sciences économiques, en sachant que derrière ce terme, il y a bien souvent, évidemment, des réalités extraordinairement différentes. Alors, pour cette dernière table ronde, nous avons 6 intervenants. Alors, dans l'ordre, Thomas Breda, qui est chercheur au CNRS et à l'École d'économie de Paris, Loïc Blondiot, ensuite, qui est à Sciences Po Paris, ensuite Gilles Raveau, je me suis trompé ? Non, à Paris 1. À Paris 1, pardon. Professeur de sciences politiques à Paris 1, à l'Université de Paris 1. Gilles Raveau, qui lui est maître de conférence à Paris 8. Ensuite, Wojtek Kalinowski, qui est chercheur à l'Institut Veblen, c'est bien ça. Jérôme Blanc, qui est, lui, alors professeur à sciences politiques de Lyon, là je ne fais pas d'erreur. Et enfin, Clémentine Van Effeter, qui est, elle aussi, professeure à l'école d'économie. Non, vous êtes professeur Non, vous êtes doctorante, voilà. Vous êtes doctorante à l'école d'économie de Paris, mais bientôt professeur certainement. Voilà, donc j'ouvre maintenant cette discussion et je donne tout de suite la parole au panel pour la première question. Allez-y. Bonjour à tous. Alors la première question qu'a souhaité vous poser notre groupe, c'est comment les sciences économiques se mettent au service des citoyens en intégrant leur vécu et leur savoir-faire. Alors cette question s'adresse à l'ensemble du panel. Oui. À vous de voir alors, qui veut comment répondre vous vous organisez pour à répondre. cette première grande question. Oui. C'est Gilles Raveau qui prend la parole. On m'entend là, oui. Alors moi j'ai une réponse assez basique pour lancer le débat. Je ne pense pas qu'elle l'intègre. Je ne pense pas qu'elle cherche à l'intégrer. Je crois que ça a été assez bien dit aujourd'hui. Dans leur grande majorité, les économistes cherchent à prescrire ce qu'il convient de faire et ils cherchent des solutions aux problèmes qu'ils considèrent comme étant les plus pressants. Et dans leur recherche de solutions, ils n'associent pas les citoyens. Bien, réponse très courte, qui peut être complétée. Oui, allez-y, je vous en prie, monsieur Thomas Breda. Moi, je peux donner un exemple pour éclairer. Il y a 2 jours à l'École d'économie de Paris une journée séminaire sur le revenu universel. Et il y avait le conseil général de Gironde qui veut l'expérimenter. Et donc, ils nous ont un petit peu raconté comment ça va se faire. Alors ils vont faire ça avec une expérimentation sociale, c'est-à-dire randomisée. Ils vont décider, alors ça peut poser des problèmes éthiques et tout, on peut en discuter, mais en tout cas le dispositif va être expérimenté, c'est-à-dire qu'on va tirer 5000 personnes parmi 10 000 auxquelles on va proposer un revenu universel d'un certain format et on va voir si ces personnes se mettent à boire de l'alcool toutes seules chez elles ou bien si elles se mettent formidablement à faire tout un tas de choses géniales qu'elles n'auraient pas pu faire sinon, pour caricaturer un petit peu le débat. Voilà, donc ils nous ont donc il y a un institut de chercheurs qui va évaluer ça, c'est l'Institut des politiques publiques, j'en fais partie, je le mentionne. Donc des chercheurs pour faire l'évaluation du dispositif et pour décider de quel format pouvait prendre ce revenu universel. Ils ont fait appel à un panel de citoyens et de groupes de la société civile, alors des chômeurs, des travailleurs sociaux, tout un tas de groupes d'individus, et ils leur ont demandé comment ils voyaient les choses, à quoi ça pouvait servir, comment mettre en place le revenu universel. Alors c'est peut-être pas le but là de tout lister ce qui en était ressorti, mais par exemple, une des propositions, ils voyaient un revenu à 1 000 €, dont 200 € en monnaie locale, pour faire fonctionner l'économie locale. Voilà, je suis pas sûr qu'un économiste de tout en haut aurait dit il faut faire ça, ou en tout cas il y aurait eu des fortes divergences, mais ça fait partie du type de propositions qui émergent, et qu'après les chercheurs peuvent éventuellement tester, en tout cas dans un rôle plutôt de vérification que de prescription du réel. Merci. Vous voulez peut-être réagir ?
j'apporte Oui. une pièce à ça, alors plutôt en tant que sociologue, puisque je suis sociologue de formation. Et de toute façon, je ne parle pas ici comme expert comme les autres, mais plutôt comme quelqu'un qui travaille beaucoup avec les experts pour les attirer vers des réseaux des citoyens, vers des ONG, vers un travail plus citoyen. Donc je peux tout simplement témoigner que ce qu'a dit Gilles, c'est parfaitement vrai. C'est très difficile. Il y a des économistes qui le font à titre personnel, mais ils sont déjà rares. Je n'insiste pas là-dessus, parce que ça a dû être dit et redit pendant la journée, mais si on ne change pas l'enseignement de l'économie et l'évaluation des économistes, donc disons les règles du jeu universitaire au sens strict, ça sera toujours ainsi. Je pense qu'il restera des militants individuels qui vont s'engager à titre individuel. Des exemples comme celui qui vient d'être évoqué, donc des collectifs citoyens qui s'approprient l'économie à l'échelle des territoires, hein, ça existe un peu partout maintenant. Comme justement, on travaille beaucoup avec Jérôme notamment sur le monnaie locale, mais c'est pas le seul exemple. Hein. Sur les indicateurs, c'est pareil. Il y a énormément de citoyens à l'échelle des territoires qui veulent faire quelque chose déjà, ou bien mettre en place un autre modèle d'économie, ou bien tout simplement mettre en place un diagnostic des territoires. Diagnostic de la biodiversité, diagnostic de la soutenabilité, c'est quand même rare hein, de voir des partenariats structurels. Donc, si on change pas disons le paramètre proprement académique, on sera toujours un peu soumis à ces aléas des choix personnels d'un tel ou tel économiste qui, pour de telles raisons, s'engage là-dessus. Mais pour faire quelque chose de plus structurel, il faudrait déjà que les sciences économiques acceptent pleinement d'être des sciences sociales. Et ensuite, qu'elle ouvre un vrai dialogue avec les sciences du vivant, par exemple, aussi. Quand on regarde, je ne vais pas l'expliquer, aller plus en détail dans ces domaines, mais quand on regarde la protection de la biodiversité, comment se mettent en place des dispositifs, on voit bien qu'il y a une science économique standard qui domine un peu le débat et que les courants des idées alternatives sont un peu écrasés. Donc pour changer tout ça, des initiatives purement individuelles ne suffiront pas. Oui, Jérôme Blanc, vous voulez peut-être... Non, pas Jérôme Blanc. Loïc Blondiot. Oui, Loïc Blanc, alors moi je ne suis pas économiste, donc je ne vais pas pouvoir parler de l'économie, mais simplement le cas de l'économie n'est pas un cas singulier. C'est-à-dire que la co-construction de dispositifs de recherche entre acteurs et chercheurs, c'est quelque chose qui est difficile dans toutes les disciplines. Et d'un certain point de vue, l'économie ne fait pas exception. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de recherche participative, de sciences participatives, mais ce qui fonctionne le mieux, c'est lorsque les citoyens sont des collecteurs de données. Lorsqu'il s'agit de négocier des dispositifs de recherche ou de fabriquer ensemble des hypothèses, c'est un peu plus compliqué. On a des exemples. Il y a eu un programme qui avait été lancé par le Conseil régional d'Île-de-France qui s'appelait le programme PICRI, qui associait des chercheurs et des citoyens. C'était quelque chose d'extrêmement riche, mais quand on regarde la vie de ces recherches, c'est quelque chose d'incroyablement difficile. Il y a chez les chercheurs une sorte d'un certain point de vue de difficulté à partager un certain nombre de choix essentiels, et il y a une grande partie des citoyens une très grande difficulté à admettre que le chercheur ait son propre agenda. Donc voilà, donc l'économie est peut-être un cas limite, hein, où les citoyens sont vraiment pris pour des objets essentiellement, et les contacts ne se faisant qu'à travers des données, hein, sans jamais les rencontrer à proprement parler, puisque l'enquête, elle est très rare, hein, l'enquête de sciences sociales, elle est très rare. En sciences économiques, c'est un cas limite, mais je veux souligner à quel point c'est difficile dans toutes les sciences sociales. Merci. Alors peut-être il y a deux prises de parole. Est-ce qu'on la laisse aux citoyens ou à Jérôme Blanc qui veut compléter peut-être la réponse? Alors Jérôme Blanc, allez-y.
Juste un point, effectivement, d'abord la science économique devrait être toujours au service du citoyen, mais la question est celle de l'intégration du vécu et des savoir-faire, et dans ce cas, je crois qu'elle n'est pas faite pour. En tout cas, la discipline telle qu'elle domine aujourd'hui ne permet pas de rendre compte du vécu des personnes. Il y a dans cette discipline différents courants, et l'un d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, qui sont à la lisière de la sociologie, donc entre éco et sociaux, précisément font ce travail de terrain, c'est-à-dire vont voir les gens, les observent, les interrogent, ne sont pas que en situation de collecter des données quantitatives, mais sont aussi en situation d'essayer de comprendre ce que pensent les gens de ce qu'ils font. C'est la question de la justification par les personnes de leurs propres actions. Et là, on a effectivement des choses qui conduisent à intégrer le vécu des personnes. Sans quoi, il me semble que la science économique, qui, sur le principe, devrait être au service du citoyen, en est en fait très, très éloignée. Très bien, merci. Alors, Jean-Marc Binot, allez-y. Pardon. Ah, lui, oui, pardon. Merci. Vous voulez prendre aussi la parole. Allez-y, je vous en prie, Clémentine. Merci. Juste un mot. Donc, je pense qu'il y a deux problématiques qui ressortent sur comment on intègre le vécu et le savoir-faire des citoyens dans la pratique de la recherche en économie. Il y a d'une part, ça a été déjà un peu pointé, la question comment est-ce que d'un point de vue méthodologique on le fait quand on se forme à la recherche en économie. On n'a pas autant de formation sur les questions de distance avec l'objet, puisqu'en général on travaille sur des données statistiques devant son ordinateur, donc on a beaucoup moins les questions de rapport avec les enquêtés, comme peuvent l'avoir par exemple les sociologues ou les anthropologues, enfin d'autres chercheurs en sciences sociales. Et je pense qu'on gagnerait effectivement à enrichir l'enseignement en économie de ce genre de problématiques, mais surtout, je pense que c'est important de peut-être pousser plus au travail en commun entre les économistes et d'autres chercheurs. Moi, j'ai pas la prétention de faire le travail d'un sociologue, au sens où j'ai pas la même formation et j'ai pas la même expertise sur le rapport que les individus ont à leur pratique et leur vécu. Je me permets juste de dire que, par exemple, on peut avoir un regard assez critique sur le développement des pratiques d'évaluation par assignation aléatoire dans l'économie appliquée aujourd'hui, mais malgré tout, ça fait partie des quelques domaines de l'économie qui a été très sensible à la question du vécu des personnes à qui qu'on évalue en fait, qui font partie du protocole expérimental. D'un point de vue personnel, quand j'ai commencé à travailler avec d'autres collègues, en particulier Thomas Breda, sur une expérimentation, on a dû quand même se soumettre à une formation très, très pointue sur des questions éthiques et déontologiques derrière l'expérimentation sur des citoyens. Donc je pense qu'il n'y a pas rien sur cette question-là, mais effectivement c'est peut-être assez peu connu du grand public que l'économie appliquée aujourd'hui s'impose. Après, c'est peut-être pas suffisant, mais s'impose des réflexions déontologiques sur comment prendre en compte le vécu des personnes sur lesquelles on travaille, en fait. Merci. Jean-Marc Binot. Alors, cette question du vécu et du savoir-faire des citoyens que monsieur Blanc, excusez-moi, vous avez appelé savoir d'usage, expertise d'usage, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il est évacué consciemment ou inconsciemment par les sciences économiques et la recherche du monde des sciences économiques? Je peux répondre peut-être directement, peut-être en faisant un détour quand même, qui rejoindra peut-être des choses de ce matin, mais très rapidement, enfin une manière simplifiée de présenter, je dirais, les directions que prennent les savoirs scientifiques en économie, c'est de présenter leur tiraillement, leur tension disciplinaire. On a une science économique longtemps dominante qui a été tirée vers la physique, où on va raisonner, alors c'est le cœur néoclassique avec des approches en termes d'équilibre général, etc. L'individu, là, c'est un individu complètement abstrait. Il est question de genre ici, dans cette table, éventuellement, l'homo economicus n'a pas de genre. Il est rationnel, c'est tout, il maximise son utilité. Il y a une deuxième façon
ou une deuxième orientation de la théorie économique qui est beaucoup plus très vive aujourd'hui, qui va vers la psychologie. Et dans ce cas-là, on peut entendre d'ailleurs parler d'hétérodoxie à ce sujet-là, mais il s'agit de s'interroger pour savoir si les individus sont toujours rationnels ou pas. Dans quelles conditions ils ne sont pas rationnels. Pourquoi? Et cette orientation-là passe notamment par des travaux qui peuvent être en laboratoire. On n'est pas dans la vraie vie, on maîtrise un certain nombre de conditions de l'observation des individus, on les met face à des situations et on teste pour savoir comment ils réagissent. Et puis il y a une troisième orientation qui est davantage sociologisante, et c'est là, me semble-t-il, et pas ailleurs, qu'on peut avoir cette orientation vers la subjectivité des personnes, vers la compréhension de la capacité des personnes à comprendre leur propre réel et à justifier leurs propres pratiques. C'est dans cet espace-là, mais il est très marginal dans le savoir, dans la discipline économique. Merci. Donc on continue peut-être les questions. Oui, alors un peu dans le prolongement par rapport à la question de la vraie vie. Vous parliez de la vraie vie, il y avait des travaux là-haut, on va dire, et puis on ne tient pas compte, c'est ce que vous avez dit, de la vraie vie des citoyens que nous sommes tous. Donc la question c'était est-ce que très basiquement les sciences économiques intègrent les travaux des instances participatives locales qui ont été instituées par la loi comme levier de citoyenneté économique. Et nous pouvons citer comme ce type d'instances participatives locales les conseils citoyens, conseils de quartier en milieu urbain, et en milieu urbain et rural, les conseils de développement. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, qui veut prendre la parole? Gilles Raveau. Bon, il y a beaucoup... Si vous voulez, il y a un lien, si on simplifie un peu, mais sans avoir à caricaturer la réalité, il y a un lien entre le positionnement théorique et méthodologique des économistes et leur implication dans la cité. C'est-à-dire qu'en général, si vous êtes plutôt un économiste néoclassique, mathématicien qui fait des modèles abstraits, c'est pas vous qu'on va retrouver à travailler sur les expérimentations de mise en place de monnaie locale dans votre municipalité. Ça serait une probabilité assez rare que ça se produise. Par contre, par rapport à ce que disait Jérôme Blanc tout à l'heure, les économistes qu'on qualifie parfois de socio-économistes, c'est-à-dire les économistes qui mènent des enquêtes avec des sociologues sur, par exemple, les conditions de travail des gens ou sur la façon de créer des emplois sur un territoire, vont travailler avec différents acteurs, différents collectifs, différentes institutions. Et dans le nord de la France, par exemple, des gens que je connais bien comme Jean Gadret ou Florence Janicatrice ont rendu des rapports, par exemple, sur l'emploi dans un secteur important qui est les services à la personne. Et là, ils mènent des enquêtes et ils travaillent avec des collectifs et donc ils sont impliqués dans la vie de la société. Donc non seulement, et comme par hasard, leur travail théorique, entre guillemets, est un travail qui justement est un travail de sciences sociales qui articule l'économie, la sociologie et qui ne cache pas sa volonté de transformer la société, de proposer un autre modèle économique. Et ce modèle, il se trouve que, alors peut-être que c'est un hasard, mais c'est un modèle qui n'est pas formalisable. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut représenter sous la forme d'un modèle mathématique simple. Et donc, ça rend compliqué le dialogue entre les économistes parce que soit vous pouvez faire des modèles mathématiques, ce qui peut être très excitant intellectuellement et ce qui peut donner plein d'intuitions hyper intéressantes sur le fonctionnement de l'économie, soit vous faites des enquêtes de terrain avec des sociologues, mais vous comprenez bien, pour des raisons assez évidentes, même si on manque de temps ici pour les expliquer, que c'est difficile de faire dialoguer ces différentes sortes d'économistes. Merci. Alors d'abord Loïc Blondiot et ensuite Thomas Breda. Alors plusieurs remarques. Ce que vient de dire Gilles Raveau me fait penser à un ouvrage qui avait beaucoup fait parler de lui en sciences politiques, qui s'appelait The Myth of the Rational Voter, le mythe de l'électeur rationnel, qui avait été produit par un Américain, Brian Kaplan, qui disait effectivement il faut définitivement renoncer à l'idée que les citoyens soient capables de penser les questions économiques. La preuve, alors il a écrit ça en 2008,
2008. La preuve, c'est que ils ne croient pas au marché et ils veulent l'intervention de l'État. Et il écrit ça juste avant la crise financière, et c'est un bel exemple quand même de ce que peuvent être les préjugés d'un certain nombre de scientifiques ou d'intellectuels à l'égard de la compétence des citoyens. Alors là encore, je vais désenclaver un petit peu la discussion en disant que cette attitude à l'égard de ce que les citoyens peuvent apporter à l'intelligence des problèmes, il est très largement partagé à la fois par les experts, par les scientifiques, économistes. Alors là encore, les économistes sont un cas limite, mais il est partagé par les ingénieurs, il est partagé, quand vous parlez de l'expertise d'usage, ils ne l'envisagent vraiment qu'en dernier recours et quand on les y oblige d'intégrer cette expertise et cette intelligence citoyenne dans leur calcul. Donc du coup, finalement, laisser penser que ces dispositifs participatifs puissent produire de la connaissance qui soit susceptible d'être prise au sérieux par les économistes, ça me paraît être quelque chose qui relève d'un doux rêve, d'un certain point de vue. On en est incroyablement loin. Merci. Thomas Breda. Mis à part la petite expérience que je racontais tout à l'heure. mais je partage totalement les constats qui sont faits. Selon moi, c'est la même chose. Il manque vraiment ce lien entre l'économie et la sociologie au sens des études ethnographiques de terrain. Quand même, pour compléter un peu ce que disait Gilles, il y a eu en économie, et la révolution technologique actuelle l'a favorisé, une révolution aussi méthodologique qui est celle des données. Il y a quand même tout un champ de jeunes chercheurs, et j'en fais partie, qui passent beaucoup de temps à travailler sur des bases de données, qui essayent d'être un petit peu en dehors des querelles de chapelle et de produire une forme de connaissance statistique qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui en tout cas est en partie, ou on l'espère, tente d'être apolitique, si on peut l'être, si on peut en débattre. Mais en tout cas, c'était pour compléter. Il n'y a pas juste les modèles mathématiques d'un côté et de l'autre côté les études de terrain, etc. Mais malgré tout, au sein de la science économique, on va y avoir les théoriciens qui font des modèles et puis ceux qui utilisent des bases de données. Ceux qui, comme disait Clémentine, ceux qui utilisent des bases de données restent derrière leur ordinateur, quoi. Moi, concrètement, je suis derrière mon ordinateur une bonne partie de la journée et je vais parler de syndicalistes ou de différences de genre, par exemple, à travers des bases de données et des statistiques produites par ailleurs et des choses que je peux lire. Et cette communication, elle est difficile. Alors peut-être essayer juste de dire un petit mot sur des possibles raisons. Je pense qu'il faut s'interroger sur les normes de production de la recherche aussi, qui se fait de manière très spécialisée, de plus en plus mondialisée. Donc nous, comme jeunes chercheurs, on nous demande, pour faire nos preuves, quand on est élevé au bon grain de l'économie dominante, si vous voulez, on nous demande de publier dans des revues internationales. Donc, il faut des problématiques qui permettent de le faire. Il faut produire sous un format court des articles d'à peu près 25 pages avec des hypothèses très simples, très claires et qu'on peut tester de manière aussi très simple. Donc tout ce qui est production sous forme de monographes, de livres et d'interdisciplinarité, on va pouvoir le faire dans notre carrière une fois qu'on aura eu un poste, et si on a encore envie de le faire, si on est prêt à faire l'effort d'aller communiquer avec des gens qui ont pris des directions très différentes, de se fâcher avec ceux qui font la même chose que nous déjà depuis longtemps. Donc il y a toutes ces quand même normes de production de la recherche qui font qu'à la fin, on se trouve, je crois, divisé, et c'est difficile de faire émerger du savoir commun et de la coopération. Merci, oui, allez-y. Excusez-moi, mais vous dites que c'est très dur à faire. Mais est-ce que c'est pas à vous, quelque part, de renverser la vapeur ? Non, mais là, non, vraiment, bon, Yannick, vous ne pouvez pas mesurer, parce que moi, je ne suis pas en économie. L'économie, avec d'autres, à l'image des sciences dures, auxquelles les économistes s'identifient d'un certain point de vue, ils sont dans une sorte de fantasme selon lequel ils seraient finalement mieux qu'une science sociale, c'est-à-dire une science dure. Il y a une pression pour produire dans ces configurations-là, et pour ne s'adresser qu'à ce qu'on appelle les revues internationales d'excellence, en fait, qui sont lues par 200 personnes à travers le monde. Elles sont ultra spécialisées. Elles n'ont aucune influence sociale, elles n'ont aucun impact social, mais de le faire dans un langage extrêmement formalisé, modélisé, mathématisé, puisque de toute façon, c'est comme ça que fonctionne l'économie mainstream. Et donc, du coup, intégrer
des choses dans les analyses qui ne se comptent pas, qui ne peuvent pas se modéliser, qui ne peuvent pas être de manière élégante ramenées à des équations, c'est mission impossible. Et sur un jeune chercheur, cette pression, elle est d'une force absolument incroyable, parce que sinon il n'est pas recruté, hein, tout simplement. Il n'est pas recruté. Et moi je dis ça parce que je suis en sciences politiques, qui est une discipline qui a priori n'est pas encore totalement mondialisée, internationalisée, où on peut se permettre encore de faire de la description, de l'observation et de la description, mais je vois qu'à l'échelle internationale, c'est ce modèle-là qui domine. Oui, allez-y, monsieur Kalinowski. Une anecdote alors qui va dans le même sens, c'est, comme je dis tout à l'heure, donc à Veblen, on a beaucoup travaillé sur les questions monétaires, sur les monnaies locales, donc là, je reviens de Bayonne où il y a un réseau très fort de villes en transition, d'économie sociale et solidaire, etc. Ils ont beaucoup d'initiatives là-bas qui tournent toujours autour de la soutenabilité, de la recherche d'un autre modèle, des circuits courts alimentaires, etc. Ils ont lancé une monnaie. Et quand on voit les gens qui le font, en fait, on s'aperçoit qu'eux, ils n'ont pas besoin des chiffres ni des modèles économiques, parce qu'eux, ils sont déjà dans d'autres valeurs. Simplement, ils se retrouvent face à une demande de chiffres. Parce que ce sont souvent, comme souvent dans les territoires, ce sont souvent des innovations un peu fragiles, qui reposent beaucoup sur le bénévolat. Et donc là, en gros, les acteurs publics sont intéressés, mais à quoi ça sert? Montrez-nous les chiffres. Donc, comme ils ont lancé une monnaie maintenant numérique qui marche, qui recueille des données sur la circulation de la monnaie, donc on va nous-mêmes, j'ai trouvé un jeune chercheur qui est prêt à utiliser ces données pour faire son Master 2, mais très clairement, son profil, c'est qu'il ne veut pas faire de la recherche après. Et je pense que s'il voulait faire de la recherche, il se renseignerait 2, 3, 4 fois avant de se demander si c'est un objet légitime pour un jeune chercheur. Je crains, je ne vais pas mentionner l'institution en question, mais je crains que la réponse serait plutôt négative. En tout cas, fais attention, etc. Parce que Master 2, c'est déjà quelque chose, c'est pas anodin, c'est un choix qui oriente. Notamment en France où on ferme beaucoup de portes très tôt dans la carrière d'un jeune chercheur. Donc de nouveau, c'est un choix personnel de quelqu'un qui a une vision beaucoup plus large, beaucoup plus altère déjà, donc il est prêt à le faire. Merci. Alors Jean-Marc Binot a demandé la parole. Attends, Gilles, une seconde. Juste très rapidement, je veux dire, c'est un dilemme assez compliqué. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, parce que si vous voulez être utile à la société, si vous voulez contribuer au débat public, quel choix faire? Comment faire pour toucher le plus grand nombre de gens? Je vais vous donner un exemple très simple et très célèbre, Thomas Piketty. Pourquoi est-ce que Thomas Piketty est aussi célèbre aujourd'hui? C'est à cause de son livre. Mais pourquoi est-ce qu'il a publié son livre au Seuil? Et pourquoi ce livre a pu être aussi immédiatement traduit chez Harvard University Press aux États-Unis? Parce que Thomas Piketty, qui est un petit génie, avait publié dès son plus jeune âge dans les plus grandes revues, dont on ne parle pas aujourd'hui, mais qui avait assuré sa crédibilité et sa renommée au sein du monde intellectuel mondial, avec quelqu'un comme Emmanuel Saez. Et c'est parce qu'il avait fait ce travail très technique, très mathématique, très statistique, dans un premier temps, qu'ensuite les portes lui ont été ouvertes dans les maisons d'édition, dans les partis politiques, dans les émissions de télé, etc. Donc faire ce détour par la recherche ultra technique, ça peut aussi être un moyen de toucher le plus grand nombre dans un second temps. Donc c'est compliqué de savoir ce qu'il faut faire. Oui, très bien, merci. Monsieur Midot. Donc deux questions qui semblent peut-être différentes, mais qui ont quand même des liens, très communs, à mon sens et à notre sens. C'est par rapport à... je repars de ce que vous avez cité sur la difficulté de cet étudiant en parcours de master, donc en études supérieures, qui se limite ou qui s'inquiète, ou en tout cas qui se freine à ne pas continuer ses études sur les monnaies complémentaires ou locales. Voilà, c'est une chose. Et puis, et je vais faire le lien, monsieur Breda disait que vous pouviez être quelque part, être dans une bulle derrière votre ordinateur, ou en tout cas ne pas souhaiter vouloir échanger. C'est encore... Vous avez peut-être, non, avec d'autres disciplines, vous pouviez éventuellement
ne pas souhaiter plus échanger avec d'autres disciplines si vous le souhaitiez ou les chercheurs le souhaitaient, j'ai cru comprendre. C'est pour amener, peut-être que je me trompe, mais c'est pour amener la question suivante, c'est est-ce que les sciences économiques et sa recherche, comment elles peuvent intégrer le citoyen dans son évaluation? Donc ça sous-entend qu'est-ce que vous avez comme évaluation et où est notre place? Et la deuxième question, je vous laisse la parole, puisque j'avais annoncé qu'il y en avait une deuxième, c'est un lien, c'est est-ce que comment les sciences économiques et sa recherche peuvent contribuer à l'éducation tout simplement des citoyens. Et quand on dit des citoyens, des plus jeunes, qui sont citoyens, qui vont devenir citoyens, même s'ils n'ont pas le droit de vote, mais dans leurs actes au quotidien, et les adultes. Voilà, merci. Merci pour ces questions importantes. Thomas Bredin. Très court, peut-être pas une réponse d'ensemble, mais pour clarifier, moi ce que je dis, c'est pas qu'on souhaite pas le faire, c'est que les normes de production de la recherche, nos carrières concrètement, si vous voulez, moi, le fait de passer directeur de recherche et d'avoir une augmentation de salaire de 30% va dépendre de ce que je fais. Donc bon, c'est des choix personnels, et même si on est beaucoup plus politique, c'est ce que décrivait Gilles, ça s'inscrit aussi dans des manières de gérer l'action, mais donc c'est pas qu'on souhaite pas le faire, c'est que les évaluations sont telles qu'on est évalué justement d'une manière où on a intérêt à produire sous un certain format. Ça amène très bien votre question que peut-être si on avait une évaluation différente, on produirait différemment. Très bien, oui. Juste clarifier, moi j'ai parlé d'un cas d'un étudiant qui n'hésite pas justement parce qu'il quitte, enfin il s'oriente plus disons vers une carrière de recherche en tout cas. C'est pas... Mais j'ai parlé plutôt d'un cas typique de quelqu'un qui serait dans cette posture-là. Bon, après, la question qu'à faire, bon, là il y a, je pense, des gens qui ont consacré beaucoup de temps à lutter pour changer les systèmes. Il y a plusieurs voies possibles. Est-ce qu'il faut reconnaître une socio-économie comme une discipline à côté, par exemple? Je ne sais pas si c'est la réponse parfaite, mais ça serait déjà mieux que l'existant pour répondre à votre question, comment intégrer. Comme je l'ai dit au début, je pense que sans la réforme, disons, au niveau de l'académie, de l'enseignement, tout le reste dépendra tout le temps des choix militants, personnels, etc. Oui, allez-y, monsieur Blanc. Oui, deux petites choses peut-être. D'abord, enfin, je suis un peu mal à l'aise avec le terme citoyen qu'on emploie aujourd'hui. Je veux dire, il ne pose pas de problème au fond, mais si nous sommes citoyens, c'est précisément que nous ne sommes pas le peuple indifférencié dont on entend parler en des temps d'élection. C'est-à-dire que si nous sommes citoyens, c'est aussi que nous sommes saisis par nos problématiques de vie quotidienne ou au-delà. Et précisément, de ce point de vue, à la question comment contribuer à l'éducation citoyenne, moi je pense que pour avoir des citoyens, il faut précisément qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient acquis par les citoyens pour mieux comprendre le monde dans lequel ils se trouvent, et y compris les questions économiques. Pas seulement ça, mais y compris les questions économiques. Donc les économistes en général devraient effectivement contribuer à la formation des citoyens à partir de ce peuple indifférencié. Deuxième élément, comment intégrer le citoyen? En fait, c'est à quelle étape? De quoi parle-t-on? Les socio-économistes, d'une certaine manière, l'intègrent, comme je viens de le dire, en tant qu'objet même de leur recherche, puisqu'ils s'interrogent sur leurs pratiques et sur la manière dont ils justifient leurs propres pratiques. Mais toute l'économie ne renvoie pas à ça, et c'est normal. Il ne faut pas... je veux dire, je n'ai pas de position normative disant que l'économie devrait se rabattre là-dessus. On a besoin d'autres types de travaux économiques dans lesquels le citoyen n'est pas le point de départ de l'analyse. Et donc la question qui se pose, c'est à quelle étape? À quelle étape on intègre le citoyen? Tout à l'heure, il était question d'expertise et de décision politique. On peut aussi tout à fait entendre que l'économiste, sur certains domaines, apparaît comme expert, fournit un certain nombre de pistes pour la décision, et les citoyens s'emparent ensuite, les citoyens et les politiques s'emparent ensuite de ces propositions pour délibérer et aboutir à une solution qui sera effectivement mise en œuvre. Donc la question de comment intégrer le citoyen, moi je la reformulerai d'une certaine manière. C'est sur quels objets est-il nécessaire que le citoyen soit intégré dès le point de départ de la recherche,
Et puis, donc, à quelles étapes, finalement, peut-on intégrer le citoyen ? Merci. Monsieur Blondiau, allez-y. Blondiau. Il y a deux enjeux derrière la question de l'éducation et à l'économie et de l'enseignement de l'économie. Il y a un premier enjeu, bon, ça n'a pas encore été, me semble-t-il, bon, mais j'ai pas été là tout le temps, évoqué. Il y a un enjeu de l'enseignement des sciences économiques dans l'enseignement secondaire, qui est l'objet d'une lutte, qui est l'objet de conflits majeurs sur la définition de ce qu'on enseigne, ce qui prévaut et qui continue en fait à prévaloir derrière l'enseignement de ce qu'on appelle les sciences économiques et sociales. C'est une vision, me semble-t-il, de l'économie assez politique, au sens où on essaye de faire réfléchir les citoyens aux grands problèmes économiques et sociaux, et puis on y intègre aussi un peu de sociologie, mais on voit bien qu'il y a tout un courant d'économistes qui voudraient reprendre la main sur cet enseignement et préparer les cerveaux d'ores et déjà à la conception de l'économie qui domine dans leur champ, c'est-à-dire une conception assez sur la microéconomie, fondée aussi sur la modélisation, etc. Il y avait eu un rapport là-dessus de Guenry du Collège de France qui disait, bon, arrêtons finalement ce mélange de sciences sociales et de sciences économiques qui aboutit à produire des citoyens un peu trop critiques à l'égard de l'état de l'économie telle qu'elle est. En tout cas, c'est mon interprétation que moi j'avais eue. Le deuxième élément que moi je voudrais indiquer, c'est qu'il faut former des citoyens, pas forcément à l'économie, et ça c'est un des objets finalement de réflexion principaux pour moi en ce moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de participation citoyenne sans formation de citoyens par l'école. Or on a un système d'un certain point de vue éducatif qui produit les citoyens idéalisés ou modélisés par la science économique mainstream, c'est-à-dire des citoyens hyper compétitifs, assez peu critiques, individualistes, qui ont intégré des modèles de concurrence très très tôt. On n'enseigne pas la coopération à l'école, on n'enseigne pas l'empathie, au contraire, on enseigne plutôt la défiance. Et donc du coup, pour moi, vous voulez que j'arrête ou c'est un... Non. Et effectivement, ce qui est très frappant, c'est que finalement, une de nos institutions principales, et je dirais même notre institution politique principale, qui est l'économie, est en train de transformer la réalité, et donc les citoyens réels, en citoyens, dans ces citoyens qui n'existaient pas vraiment, c'est-à-dire qui existaient un peu quand même, parce que sinon les économistes auraient été balayés par l'histoire, les économistes mainstream, qui existaient un peu, mais ils sont en train vraiment de les transformer en citoyens idéaux pour manuel de sciences économiques. Monsieur Kalinowski, peut-être, non? Ou Gilles? Oui. Gilles. Alors, sans raconter ma vie, moi, il se trouve que quand j'étais jeune, j'ai participé à un mouvement de contestation de l'enseignement de l'économie à la fac, qui s'est appelé le mouvement autisme-économie, parce qu'on dénonçait l'autisme de la discipline. C'était en 2000, donc ça ne nous rajeunit pas. Et il faut quand même que vous sachiez que la discipline est contestée régulièrement de l'intérieur et qu'il y a un mouvement international aujourd'hui très structuré d'étudiants en économie de par le monde, qui doit s'appeler ISIP, International Student for, je ne sais plus quoi, Political Economy ou un truc du genre, qui contestent, qui ont eu droit à des articles dans la grande presse internationale, etc., qui ont fait des enquêtes très précises sur les cursus d'économie pour montrer que les cursus d'économie ne sont pas pluralistes, on ne présente pas les différentes théories, que les cursus ne sont pas pluridisciplinaires, l'économie ne dialogue pas avec les autres sciences sociales, que les différentes méthodologies ne sont pas enseignées, etc. Donc il faut savoir que l'économie, pour reprendre votre première question ce matin, est en crise perpétuelle dans son enseignement, dans ses modes d'enseignement, qu'effectivement il y a une lutte, je ne redéveloppe pas ce qui a été dit, très forte autour de l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée, avec quelqu'un comme Pébro, qui est quand même un des grands patrons de la Banque française, qui en a fait un combat personnel et qui veut absolument détruire cet enseignement, qui est un enseignement d'une très grande qualité, qui forme les lycéens aux questions économiques et sociales, mais qui est détesté effectivement par un grand nombre de profs de fac d'économie, parce que c'est pas la bonne économie qui est enseignée, et parce qu'on enseigne dans cet enseignement l'économie comme une discipline, comme une science sociale dans une perspective plutôt critique sur le capitalisme. Donc voilà, tout ça c'est en débat en permanence. Après, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Juste un mot pour dire que malheureusement, moi je suis très critique sur notre système d'enseignement en France, qui je pense est quand même assez catastrophique sur un certain nombre d'aspects. Je ne comprends pas aujourd'hui qu'il n'y ait pas une formation aux sciences sociales pour tous
les collégiens et les lycéens de France, ça me paraît absolument aberrant. Le problème, c'est qu'il faudrait aussi qu'ils soient formés à l'écologie, parce que qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre au monde de demain s'ils ne sont pas formés sérieusement aux sciences écologiques? Donc il faudrait que notre enseignement soit capable d'intégrer les débats du temps présent beaucoup plus rapidement qu'il ne fait, et pas 20 ans après, une fois que les questions ont été posées. Bien, alors j'ai plusieurs demandes d'intervention. Est-ce que vous laissez la parole à Thomas Breda avant que vous la repreniez? C'est comme vous voulez. Allez-y. Juste partant de ce constat, est-ce que vous, en tant qu'économiste, vous pouvez être force de proposition et imposer cette discipline à l'État qui l'intègre dans ses programmes? Moi j'ai l'habitude des combats perdus, c'est un peu ma spécialité. Et donc maintenant je fais partie, ça a été évoqué ce matin aussi, je fais partie de l'Association française d'économie politique. Et donc on avait proposé, alors c'est vrai que c'est impossible à expliquer, c'est vraiment plus que chiant. Non mais bon voilà, allez, il y a ce fameux Conseil national des universités où se jouent les promotions de carrière des universitaires et qui est découpé en différentes sections. Et ce qui est très bizarre, c'est que ces sections ne correspondent pas exactement à des disciplines. Par exemple, il y en a plusieurs en sociologie, etc. Voilà. Et donc, comme ça a été dit ce matin, vu qu'il y a ce grand débat en permanence, pour résumer, mais je pense que ça résume assez bien la situation, entre ceux qui considèrent que l'économie, c'est l'économie politique, et ceux qui considèrent que l'économie, c'est la science économique, les défenseurs donc, de l'économie politique, on voulait avoir notre section à nous, pour pouvoir avoir nos carrières à nous, et comme l'a expliqué en fait implicitement Thomas, pour pouvoir passer du stade inférieur de la hiérarchie auquel je me trouve, qui est celui de maître de conférence, à professeur des universités, sans avoir à se soumettre aux publications dans les revues et à devoir incorporer les hypothèses, pour le coup normatives, pour ne pas dire idéologiques, auxquelles on est obligé de se soumettre plus ou moins dans ces revues pour avoir la bonne carrière. Et donc on a fait toute une campagne pour ça, à la fois par des pétitions, par des rencontres auprès du ministère, etc. Et ça n'a rien donné. Je pense que les citoyens peuvent vous être d'une grande aide. Merci beaucoup. Espérons-le. Thomas Breda, si vous voulez. Oui, c'est peut-être pour déplacer un tout petit peu le débat, même si celui-ci est très important, mais il a eu lieu déjà plusieurs fois au cours de la journée. Non, mais c'est essentiel. C'est le panel que vous êtes. D'ailleurs, je voulais saluer l'initiative. J'aurais voulu le faire tout au début, j'ai pas pensé, mais c'est vraiment remarquable cette initiative ici de la chaire. De faire ça, mais vous n'êtes pas un panel de citoyens représentatifs, certainement pas. Hein. On le sait d'avance, mais c'est pas la question. En fait. Par le simple fait d'avoir candidaté. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a. Il y a trois types je vais caricaturer. Il y a trois types d'économistes. Il y a ceux qui passent à la télé et qui tiennent un discours assez convenu, qui disent des choses qui sont ni trop extrémistes dans un sens, ni trop dans l'autre. Et qui sont toujours très bien habillés d'ailleurs. Et ensuite, on a les querelles de chapelle qu'on a entre nous avec les orthodoxes, les hétérodoxes, appelez-les comme vous voulez. Mais on est totalement inaudible, quoi. On en parle là toute la journée, on en parle beaucoup, et c'est important, et c'est normal qu'au sein de la communauté scientifique, il y ait ces âpres débats, et c'est très important. Mais en termes d'éducation citoyenne plus large, à l'heure où 25% des gens vont voter pour le FN, si vous voulez, c'est quand même assez inaudible tous nos débats entre nous. Donc il y a quand même un enjeu de reprendre les économistes qui passent à la télé, que ceux qui font de la recherche, peut-être basée sur des données... Alors je suis parti sur le FN, par exemple, il y a tout un tas d'études empiriques sur les effets de l'immigration sur l'emploi. On a des mesures, on a des statistiques tout à fait basiques sur le nombre d'immigrés qui rentrent et qui ressortent chaque année. Et Madame Le Pen dit sans arrêt des contre-vérités là-dessus. Il n'y a personne pour la contredire, personne ne la reprend. Et ça serait quand même bien qu'on arrive, nous aussi, sans être jamais tout à fait d'accord, à se rendre visible et où il y ait peut-être dans les médias, dans le débat public, un respect un peu plus grand des institutions de recherche et du doctorat, de ce que c'est qu'un chercheur, vis-à-vis d'experts qui appartiennent à des instituts ad hoc, qui ont été montés de toutes pièces. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle l'IFRAP, un dernier exemple,
qui est un institut fondé par un mécène patron, qui contient un seul membre, qui est tout le temps dans les médias, une jeune femme qui présente très bien, qui va tout le temps dans les médias, et qui se présente comme la présidente de cet institut, et experte économique, économiste, et va répandre la bonne parole, mais elle n'a absolument aucune validité scientifique de chercheuse. Bien, vous n'avez plus qu'à faire la même chose. Vous n'avez plus qu'à faire la même chose. Nous, on appartient quand même à des institutions... Voilà, on est passé par le sérail de la formation. Mon point, c'est que même si on n'est pas d'accord toujours entre nous, nos querelles, parfois, au regard du débat public plus général et de ce que peut être l'éducation citoyenne au regard du débat public plus général et de ce que peut être l'éducation citoyenne plus générale, nos débats dont on a beaucoup parlé aujourd'hui sont parfois un peu microscopiques. Gilles, encore, oui. Non, mais je pense que là, c'est la différence entre Thomas et moi, parce que moi, j'essaie d'être un économiste médiatique, et ça ne me gêne pas de dire des choses caricaturales quand on me tend un micro, mais la différence entre Thomas et quelqu'un comme c'est Agnès Molinier, je crois, elle s'appelle, Verdier Molinier, voilà, c'est ça. C'est que elle, ça lui pose aucun problème de mentir. Elle a animé d'une foi incroyable dans ce qu'elle dit, etc. Le chercheur, surtout les jeunes chercheurs qui sont habitués, encore une fois, parce qu'ils sont tellement soumis, c'est tellement dur, sans chercher à faire pleurer dans les chaumières, mais le travail de jeunes chercheurs est tellement dur. Vous arrivez en séminaire, vous vous faites défoncer la tronche, vous cherchez la petite bête sur le moindre argument que vous avancez, etc. Ça rend modeste. Donc, lorsque les gens s'expriment dans les médias, c'est difficile parce qu'ils veulent dire, voilà, j'obtiens tel résultat sous telle condition, on peut éventuellement dire ça, mais c'est pas sûr, etc. Vous voyez bien que pour un journaliste, ça n'a aucun intérêt. Un expert qui va dans les médias, dès le moment où il dit la question est plus compliquée que ça, on ne le réinvite plus. Or, grosso modo, un chercheur, son premier réflexe, c'est de dire la question est beaucoup plus compliquée que la manière dont vous la posez. En fait, pour être accepté dans les médias, il faut accepter la question telle qu'elle est posée par les journalistes. Or, ça, c'est une trahison de son ethos, de son éthique scientifique. Bien, donc on va passer à une autre question. Bon, y a un lien. Donc en fait, en quoi les économistes peuvent-elles nous aider à créer un système de valeurs qui permette l'intégration de toute personne dans la société ? Le système de valeurs d'intégration de toute personne dans la société. Alors Clémentine, vous voulez parler ? Non ? Non, bon. Qui souhaite se lancer dans cette... Alors, Gilles qui monopolise la parole. Ce dont on a terriblement besoin aujourd'hui, mais je ne sais pas comment faire, c'est de moins entendre les économistes. C'est ça. Si on veut créer un système de valeurs propice au bien commun et à la place de chacun de la société, au respect de l'environnement, etc., les économistes sont parfaitement incompétents. Il faut quand même que vous sachiez que sur la question majeure, ça a bien été dit ce matin, qui nous menace tous aujourd'hui, qui est la question de la crise écologique, l'immense majorité d'entre nous sont parfaitement incompétents. Et si vous regardez les cursus d'économie encore aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une seule fac en France et peut-être même dans le monde où le premier cours d'économie de la première année du lundi matin, c'est notre environnement naturel. On devrait partir de là. Parce que l'économie est un sous-système de l'environnement naturel. Tout devrait partir de là. Je ne suis pas si vieux que ça, j'ai eu aucun cours sur l'écologie. Aujourd'hui, je suis obligé de m'y former de façon artisanale en lisant des bouquins, mais je suis pas bon là-dessus. Il faudrait que les gens qui sont compétents sur le sujet dominent les débats et surtout pas les économistes. Alors Clémentine veut prendre la parole. Oui, merci. Non, juste sur pourquoi est-ce qu'il faut entendre moins d'économistes aujourd'hui. Je suis évidemment pas tout à fait d'accord puisque j'ai envie qu'on m'entende. Non, mais une façon quand même de prendre en compte le citoyen, puisque c'était un peu la question, c'est aussi de rendre des comptes. Enfin, je pense pas qu'on puisse réduire la discipline économique à l'analyse et l'évaluation des politiques publiques, mais quand même, je pense que c'est quand même la moindre des choses quand on met en place des politiques publiques. De s'attendre à savoir si elles ont un impact ou pas sur les personnes qu'elles sont censées toucher et qu'elles sont censées servir. Et donc je pense que la culture
Après, on peut discuter des méthodes, on peut discuter des passerelles entre disciplines, de faire que les évaluations économiques, elles s'appuient peut-être davantage sur des évaluations qualitatives, qu'elles discutent avec les autres disciplines. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que de la part des citoyens, une des premières choses à exiger, c'est peut-être davantage de transparence et peut-être davantage de retour sur les politiques qui sont aujourd'hui mises en place. Pour vous donner un exemple tout simple, parce que moi, je suis jeune chercheuse, donc encore une fois, je suis un peu pragmatique sur ces sujets, j'avance doucement, mais on a travaillé sur l'impact de la réforme des rythmes scolaires sur l'offre de travail des femmes. Alors là, ça pose une vraie question. Comment on intègre les citoyens dans ce genre d'analyse sans être captif, sans devenir le porte-parole ou la porte-parole d'une cause, d'un intérêt, etc. Donc voilà. Mais je ne pense pas que les économistes doivent aujourd'hui se taire. On peut faire preuve d'humilité, ça je suis tout à fait d'accord, et éviter de parler à tort et à travers sur les sujets qu'on ne maîtrise pas. Mais peut-être la meilleure façon de faire ça, c'est de permettre à plus de gens experts de parler des domaines qui les concernent et de rendre plus accessibles ces sujets. Voilà. Merci. Oui, qui souhaite prendre la parole? Oui, peut-être. D'abord, Monsieur Blanc. Non, pour revenir sur la question, bon, l'économie, on peut d'une certaine manière la voir, c'est une vision partielle sans doute, mais comme un ensemble d'outils. Et au fond, l'économiste, de ce point de vue, qui est doté de ces outils, d'un certain nombre de techniques lui permettant d'analyser, l'économiste peut être mis au service d'une cause. On peut lui dire, bon, alors voilà, comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à réduire le chômage, le faire passer de 10 à 5%. Bon, on peut aussi lui dire, mais comment on va répartir les migrants dans l'ensemble de l'Union européenne. Il y a des travaux d'économistes à ce sujet qui proposent des techniques d'appariement, de répartition des migrants dans les différents pays de l'Union européenne selon certains critères. On peut lui poser plein de questions. Et la question ici qui se pose, du coup, c'est qui lui pose ces questions, il me semble. Alors, est-ce que l'économiste lui-même peut se saisir de la... Comment dire, dans l'idée du système de valeurs, ça peut être celui de l'économiste qui se dit, ben moi, ma mission, ça va être de réfléchir à quelque chose, à une société dans laquelle tout le monde serait intégré. Mais tout le monde n'a pas nécessairement ce système de valeurs qui l'oriente vers cet objectif-là. Et donc, en quelque sorte, l'économiste va être soumis à une demande sociale, à une demande politique, etc. Je pense que ce n'est pas à lui, au fond, de faire venir son système de valeurs pour comment dire, pour orienter sa pratique d'économiste vers un objectif qui peut être celui-là ou tout autre. Je ne sais pas si je suis très très clair sur ce point-là, mais pour synthétiser, pour moi la question c'est qui lui demande ça, voilà. Qui est-ce qui va lui demander ça? Oui, mais est-ce que justement, vous vous placez dans ce sens, mais est-ce que vous ne pourriez pas, en tant qu'expert, d'une certaine manière, de tout système de valeurs, proposer que ces recherches soient plutôt orientées dans ce sens plutôt qu'un autre? Parce qu'on dit bien que les politiques sont conseillées par des économistes. Donc, je ne sais pas si je suis claire. Peut-être du coup c'est le rôle du politique de demander à l'économiste de trouver les solutions pour aboutir à la société que le politique a en tête. Je peux me permettre. Oui, allez-y, monsieur Rideau. Un exemple, peut-être pour le débattre, parler des économistes, des universités, vous avez cité beaucoup d'exemples dans les universités, les étudiants, les enseignants. Il y a des universités de province auxquelles on demande d'associer les enseignants-chercheurs aux fameuses instances participatives locales instituées par la loi. Pour répéter les termes qui sont du jargonnage, vous y avez en partie répondu. Malgré tout, ces économistes universitaires membres de ces instances, typiquement un conseil de développement, une loi de 99, donc ça fait plus de 17 ans qu'existent ces instances. Je ne vous ai pas entendu sur est-ce que les sciences économiques, malgré leur présence dans les pilotages de ces conseils de développement, et là ce ne sont pas les politiques, c'est dit la société civile, mais le citoyen n'est pas présent, pourquoi ils n'interviennent pas et est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer pour intervenir dans ces instances où ils sont présents? Voilà.
Monsieur Blion. Quel est leur degré de responsabilité au regard de cette organisation institutionnelle? Il y a à la fois l'idéal, la position de principe où je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que la démocratie, elle doit pouvoir s'appuyer sur une science publique et en particulier sur des sciences sociales publiques, c'est-à-dire une connaissance apportée par des chercheurs. Et donc pour moi, il n'y a pas de démocratie sans science publique, c'est-à-dire sans cet appui qui est fourni en particulier par les sciences sociales. Mais il y a aussi la réalité, et on rebute sur la réalité. Si des économistes ou des spécialistes de sciences sociales participent à ce type d'instance, ils le font par pur engagement, par pur militantisme. C'est-à-dire que l'institutionnalisation, et en particulier en France, de cette collaboration entre les sciences sociales et alors avec les entreprises, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on est même encouragé à collaborer avec les entreprises, etc. Mais avec des instances de type conseil de développement, ça entre pas dans les critères d'évaluation, c'est-à-dire que vous perdez votre temps et grosso modo, si vous voulez justifier de votre existence au regard des gens qui vous évaluent, ça c'est une perte de temps. Et comme ça a été dit, moi je regarde, en sociologie on a parlé de sociologie publique, c'est-à-dire de ces chercheurs qui définissent avec des citoyens les objets de leur recherche et qui essayent de coproduire finalement des connaissances. Ces sociologues publics, ils ne sont pas reconnus comme légitimes dans le champ universitaire et on revient toujours au même problème. Ça ne peut être que des retraités, des gens qui sont au sommet de qui n'ont plus à craindre de personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est assez différent pour autant que je puisse en juger. Je ne sais pas ce qu'il en est de la science économique, mais en sociologie ou en sciences politiques, dans certains pays, cette contribution à la société, cette contribution, cet engagement civique des universitaires est beaucoup mieux reconnu. C'est-à-dire que peut faire partie de certains cursus. Vous regardez en Amérique latine, c'est beaucoup mieux reconnu. Aux États-Unis, c'est une partie de l'évaluation, cet engagement. En France, mais alors, absolument pas. Donc voilà. Monsieur Breda. Oui, alors, on pourrait en mettre un peu peut-être, mais il y a un truc quand même qui, dans la recherche qui est, à mon sens, précieux, c'est l'évaluation par les pairs. Donc les processus de publication dans beaucoup de disciplines, ça va des sciences dures aux sciences sociales, on soumet un article, il est relu anonymement par 2 personnes qui émettent un avis et il est publié. Si dans une revue, si l'éditeur de la revue considère qu'il est assez bon au regard des rapports d'autres experts du domaine. Ça a des défauts, mais ça a quand même aussi des avantages. C'est-à-dire que dans un monde où on a sur toutes, par exemple, les politiques publiques, toute politique publique, on va avoir des dizaines de rapports produits par des think tanks plus ou moins libéraux, par des services de France Stratégie qui dépendent du Premier ministre, par exemple, où il y a beaucoup d'experts, mais quand même, ils ne sont pas indépendants. Dans ce monde-là, avec une démultiplication de l'information, on a du mal à voir quelle est la qualité, de juger le niveau de qualité. Sur tout un tas de domaines, on entend tout un tas d'informations différentes, venant de sources différentes, et on a du mal à juger de la qualité. La recherche peut quand même produire, avec ce processus d'évaluation par les pairs, un minimum garanti, une sorte de garantie que, pour les statistiques en particulier, celles-ci ont été faites correctement, avec des standards de qualité qui sont élevés. Et ça, c'est utile. Donc, une partie de l'évaluation, il me semble, doit quand même continuer à être faite par les pairs, parce qu'eux seuls ont l'expertise de juger si le travail technique, et il y en a toujours un peu, il me semble, quelle que soit la discipline et même la façon de faire l'économie, a été bien fait. Maintenant, les citoyens ont évidemment un rôle peut-être plus, selon moi, de prescription et de co-construction des thèmes et de la façon de les aborder. Voilà, c'est plutôt comme ça que je verrais les choses, mais pas tant que ça dans l'évaluation. Donc là, je voudrais repréciser sur la notion de valeur, puisqu'en fait, la question était très ouverte. Je voudrais parler maintenant de plus de valeur ajoutée. Je veux dire par là, on a un constat qu'il est de plus en plus difficile pour l'individu de trouver une place économique viable au sein de la société. Et en partant de ce constat, nous aimerions avoir quelques éléments de réponse concrets sur les causes de cette exclusion et les pistes de solutions possibles. Vous voulez que je répète ? Bon, alors concrètement, vous avez de plus en plus de personnes qui sont exclues de la société parce qu'ils ne sont pas capables de faire la valeur ajoutée qu'on leur demande, d'avoir le niveau de travail suffisant pour s'intégrer dans une entreprise, pour créer cette valeur ajoutée. Et y a-t-il une solution pour que tout le monde puisse à un moment
s'intégrer sous une forme ou sous une autre dans la société et non pas rester sur le côté. Bien. Alors, non, mais je pense que, sans rentrer dans le détail des programmes présidentiels actuels, je pense qu'il y a une idée simple qu'il faut avoir en tête et qui est très peu présente dans les cursus d'économie, dans les manuels d'économie, et donc peu présente dans la tête de beaucoup d'économistes, c'est qu'on vit dans un pays très riche et que donc, pour résoudre la pauvreté, etc., il faut partager autrement les richesses. Après, comment faire, à quelles conditions le faire, quelle fiscalité mettre en place, est-ce qu'il faut réduire le temps de travail, etc. C'est là que la discussion devient intéressante et plus compliquée. Mais je pense que l'idée de base, c'est celle-là. Donc après, de deux choses l'une, soit on accepte l'idée que on a suffisamment de richesse et que la première question, c'est celle du partage, soit on refuse cette idée, à ce moment-là, on cherche d'autres solutions, entre guillemets, ça a été évoqué ce matin, dans la croissance économique, etc., ce qui me paraît complètement fou. Mais l'idée de base me paraît assez simple. Bien. Alors, d'autres questions peut-être. Je crois que nous sommes restés un petit peu à plat sur cette question. Oui ? Allez. Je vais rajouter un mot pour essayer de compléter. Donc sur le partage des richesses, il peut y avoir deux voies après qu'on peut voir. Il y a celle d'une redistribution, c'est-à-dire qu'il y a des revenus d'activité qu'on dit primaires, et ensuite à partir de là on redistribue avec de la fiscalité ou par exemple avec un revenu universel. Voilà, les gens font quelque chose pour vivre. Et il y a des gens qui disent non, en fait, ce qu'il faut, c'est travailler directement sur les revenus primaires. C'est-à-dire il y a aussi des fortes inégalités qui viennent de ce que les gens obtiennent pour leur travail ou leur activité. Et c'est là-dessus qu'il faut jouer. Il faut d'une part permettre à chacun de trouver une activité et ensuite que les écarts de rémunération directs entre activités avant la fiscalité soient réduits. Parce que finalement, il n'y a pas de raison de penser que celui qui ramasse les poubelles est 5 fois moins productif que celui qui je ne sais pas, la finance comme d'habitude, mais fait travailler dans la finance. Voilà. Et donc directement jouer sur les revenus primaires. C'est pas une solution, hein, c'est un complément de réponse sur la redistribution. Bien. Alors, Monsieur Lecomte, toujours. Oui. Est-ce que ça veut dire que création de valeur et redistribution, c'est des choses indissociables ? Grand thème. Non, mais là aussi, c'est pour ça que c'est une très bonne question, mais c'est là aussi que tout de suite avec la question de qu'est-ce que c'est que la valeur. Et c'est sûr que là aussi, il ne faut surtout pas laisser le monopole de la réponse à cette question aux économistes. Et que la valeur en particulier, mais il y a plein d'économistes qui l'ont dit depuis longtemps, il n'y a aucune raison de la ramener à la valeur marchande. C'est-à-dire qu'il y a plein de travaux non marchands qui ont de la valeur aussi. Donc ce qui a de la valeur, c'est tautologique, c'est-à-dire que ce qui a de la valeur, c'est ce à quoi on reconnaît de la valeur. Ça, c'est le grand enseignement. Ça, c'est ce que Maris expliquait tout le temps. C'est-à-dire que l'économie, c'est un phénomène de foule. C'est-à-dire qu'on se reconnaît les uns les autres, on s'imite les uns les autres, on s'observe les uns les autres, et on n'est pas coupés les uns des autres, comme le suppose la théorie néoclassique. On n'est pas des individus isolés les uns des autres. Et la valeur, surtout, elle a des fondements sociaux, comme l'a montré dans son dernier ouvrage aussi André Orléans, par exemple, qui avait fait un magnifique discours il y a un an ici, lorsqu'on avait inauguré la chaire Bernard Maris. Donc là, c'est tout un travail, c'est toute une discussion nationale qu'il faudrait avoir, un débat sur, effectivement, par exemple, c'est un très bon exemple de dire pourquoi est-ce que la personne que je croise le matin quand j'arrive à la fac à 8h15, qui nettoie les locaux et qui est en train de terminer sa matinée de travail, pourquoi est-ce qu'elle gagne 3 fois moins que moi? Est-ce qu'elle est vraiment moins utile à la société que moi? J'en suis pas sûr, par exemple. Voilà. Tout simplement, disons, en laïque, j'ajouterais qu'il ne faut jamais oublier que quand on parle de ça, de la valeur, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui n'est pas rentable, on bouge toujours sur un terrain où tous les prix, ce que vous calculez, ce qui est rentable ou pas rentable avec des prix, tous ces prix-là sont aveugles. Donc ils nous orientent tout le temps dans le mauvais sens parce que les choses ne sont pas intégrées.
d'autres choses qui sont intégrées trop. Quelle est la valeur de la protection de la nature? Comment le compter? J'allais rebondir tout à l'heure parce qu'on a parlé de la politique, de l'évaluation des politiques publiques. Et c'est vrai qu'une partie du problème, c'est qu'il y a quand même une compétition de disciplines en la matière, et avec un certain impérialisme quand même de disciplines économiques. C'est une autre version de la question de la valeur de la nature, la protection de la biodiversité en France. Les zones humides, il y a 2/3 des zones humides qui ont disparu en France au cours du XXe siècle. Quand on est écologue, on sait très bien qu'on ne peut pas vivre, les écosystèmes ne vont pas marcher sans ces zones humides. Comment calculer maintenant la valeur de ça? Alors, c'est là où on retrouve une compétition des disciplines où l'idée même sous-jacente de la valeur, elle est bien différente. Et on voit bien qu'il y a ceux qui gagnent et ceux qui perdent. Donc, concrètement, une approche, très rapidement, ce que vous faites d'abord, une comptabilité environnementale avec des données physiques pour avoir une cartographie de ce qui se passe en France. Et ensuite, vous vous demandez qu'est-ce que ça coûterait pour restaurer ou pour éviter. Et ça, si vous en parlez, il y a énormément avec des écologues, il y a énormément d'avancées qui se font dans ce sens-là. Mais ce qui domine, c'est quand même pas cette méthode-là. Ce qui domine, c'est combien vous êtes prêt à payer pour l'espace vert, vous. Et ensuite, on va calculer quelle est la valeur de la nature. Parce que ça c'est des outils qui s'intègrent beaucoup plus facilement à la discipline économique. Et donc, on va partir de l'idée préférable, qui est celle de préférence individuelle. On va les agréger, on va arriver à des choses qui montrent que là, préserver les zones humides, ça vaut tant parce que c'est une valeur que les consommateurs ont remplie dans des enquêtes ou différemment. Tout ça touche directement à la question de la valeur et du calcul de la valeur. Donc nous sommes très souvent sur un terrain, nous bougeons sur un terrain accidenté et nous ne voyons pas ce qui se passe. Donc, pour réintroduire la valeur et la discussion sur la valeur des choses, quelle est la valeur de la biodiversité, quelle est la valeur de la survie de notre planète? Les questions deviennent finalement comme absurdes, parce que la valeur est infinie, finalement. Toujours est-il que c'est complètement... quand vous regardez aujourd'hui les agences de comptabilité en Europe, c'est pas la première méthode qui domine. Hein. Ok. Monsieur Blondiot, allez-y. Oui, alors moi je voudrais simplement dire des choses très très générales, mais essayer de les dire les plus simplement possible. Il y a ce qu'on pourrait appeler une forme d'effet miroir ou d'homologie entre la hiérarchie des savoirs, des disciplines, et au sein des sciences sociales. Alors il y a une hiérarchie générale qui fait que tout en haut, il y a la physique, la physique la plus expérimentale. Hein, c'est traditionnellement comme ça. Et tout en bas, vous avez les disciplines du type l'anthropologie. On parle de sciences dures, de sciences molles, en valorisant d'un certain point de vue implicitement ces disciplines. Et l'économie ne cesse dans cette hiérarchie, d'essayer de prendre des places, en tout cas de se situer comme la psychologie du côté des sciences expérimentales, donc de singer les disciplines. Donc il y a cet aspect-là, hiérarchie des savoirs universitaires. Et il y a une homologie entre cette hiérarchie des savoirs et la hiérarchie des pouvoirs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui a le pouvoir dans nos sociétés? Ce sont les acteurs économiques, c'est-à-dire que ce sont les entreprises, les grandes entreprises et les marchés. C'est eux qui ont le pouvoir. Et il y a une forme d'alliance qui s'opère et de complicité qui s'opère entre ces deux types d'acteurs. Les acteurs qui portent ces savoirs-là, je parle de l'économie mainstream, je ne parle pas de ce que font les gens de la fête, et les acteurs de pouvoir, une reconnaissance réciproque, j'essaie de le montrer comme ça, ce qui fait que sur un problème particulier, on a de fortes chances de trouver chez les acteurs du monde économique ceux qui ont le plus d'influence, et du côté des savoirs de type économique et technique aussi,
les savoirs qui auront le plus d'influence sur la définition du problème et sur la solution au problème. Hein, donc voilà, il faut penser ce système de double hiérarchie et de double voilà. J'ai été très compliqué, mais il faut dire les choses simplement. Fait, donc voilà, il faut appeler un chat un chat. Je dirais que quelque part, on souhaitait par rapport à l'être humain. Enfin, je veux dire, c'est l'intégration de l'être humain. Donc c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est parti un petit peu loin là, où j'ai pas tout compris. L'être humain qui est nulle part comptabilisé dans, enfin, il n'est même pas formé. Enfin, pour qu'il en arrive là, c'est qu'il n'est pas formé, il n'a pas d'éducation, voire il est illettré. Donc je pense qu'on s'était un tout petit peu éloigné de la question. N'est-ce pas? Tu es d'accord ou pas? J'ai un peu j'ai un peu plané là, j'ai pas tout suivi, désolé. Non mais on va passer à la suite. Peut-être je peux dire un mot. Oui, peut-être monsieur Blanc. Je pense qu'on a eu du mal à se positionner en tant que ou autour de la discipline économique sur la question, parce que la question engage des choses en fait extrêmement larges. Et les économistes, je pense, ne sont pas nécessairement les mieux outillés pour répondre à cette question de l'intégration des personnes dans la société. Mais alors, les hommes politiques nous disent que c'est les économistes qui leur donnent les réponses, et vous nous dites que vous n'êtes pas compétents sur le sujet. Alors, où on doit chercher? Non, mais l'intégration de l'individu, de la personne, homme ou femme, dans la société ne renvoie pas nécessairement qu'à des questions économiques. Je crois vous parliez d'éducation, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut que les économistes aient le courage de dire qu'ils n'ont rien à dire là-dessus, ou pas grand-chose, ou qu'en tout cas, s'ils le disent, ça doit être avec d'autres personnes, ça a déjà été évoqué, d'autres disciplines. On demandera des politiques la prochaine fois. Bien, vous poursuivez? Oui. Alors nous, on souhaitait évoquer le troisième grand volet de notre table ronde. Et notamment, nous souhaiterions entendre votre groupe sur la question suivante. L'impact et les conséquences de la non-prise en compte du genre par les sciences économiques. Car nous avons le sentiment que la place de la femme n'est pas suffisamment prise en compte par les sciences économiques. Est-ce que vous partagez ce constat? Je peux parler? Allez-y, Clémentine. On va commencer par regarder la composition des intervenants, ça permet de déjà... Déjà, il n'y a pas la parité. Voilà. Juste une question de terme, vous avez dit la place de la femme. Moi, je commencerai déjà par dire la place des femmes, parce qu'il n'y a pas une femme, pour commencer. Non, mais d'un point de vue... je pense que la question de l'intégration du genre dans la discipline économique, elle peut se faire à 3 niveaux, et elle peut être féconde à 3 niveaux. Premièrement, du point de vue de l'analyse, il y a des économistes françaises qui ont donc Laufer, Marie et Mariani qui avaient dit qu'en oubliant les femmes, c'était pas de l'information qu'on oublie en fait, c'est de la connaissance qu'on déforme. Et ça, je pense que c'est vraiment très important de garder en tête que intégrer le genre, c'est-à-dire la construction sociale de la différence sexuelle, dans l'analyse économique, ça permet en fait de déconstruire un certain nombre de biais que la discipline a gardés en son sein pendant des années. Et ça permet en fait d'enrichir notre approche. On parlait tout à l'heure de valeurs. Par exemple, la question de la valeur du travail domestique, c'est une question qui s'est posée à partir des années 70, en gros sous l'influence des travaux des théories féministes. Et ça, donc ça montre bien que quand les citoyens ou quand les autres disciplines mettent la pression sur l'économie, au bout d'un moment, on finit quand même par intégrer ce genre de questions, petit à petit et difficilement, mais typiquement sur la question de la valeur du travail domestique, je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès. Justement, donc le travail dans les foyers, qui sont majoritairement portés par les femmes, c'est une vraie richesse. Tous s'accordent à dire que c'est une richesse, mais ce n'est pas pris en compte dans le calcul du PIB. On n'a pas idée de la valeur que ça représente, l'éducation des enfants, l'aide aux devoirs, le ménage, etc. Et on a le sentiment que cette omission est sciemment ou inconsciemment répétée par les différents cycles d'économie. Pourquoi ?
Je pense qu'on va tous répondre sur ce sujet, mais peut-être un mot. Il y a eu déjà des discussions sur la question du PIB ce matin, donc je ne vais pas forcément trop revenir là-dessus. Mais je pense qu'il y a une question qui est cruciale. L'intégration du genre, encore une fois, dans l'analyse économique, elle est utile aussi au niveau de la mesure statistique. Parce que finalement, on a quand même, il y a un problème de données. Il y a des très bonnes données en France. On a de la chance par rapport à d'autres pays. En particulier, on a par exemple des données sur le temps que les individus passent, qu'est-ce qu'ils font dans leur journée, dans leur semaine. C'est vraiment une base de données incroyable et on peut apprendre beaucoup de choses. Malgré tout, on a ça une fois tous les 10 ans. Moi, j'aimerais qu'on ait ça beaucoup plus souvent. Alors pourquoi Et est-ce qu'on ne peut pas faire en sorte que ça se passe plus souvent pour éventuellement, pourquoi pas, le prendre en compte, par exemple, dans, je sais pas, la planification du travail d'une femme. Moi, j'ai dans ma propre entité régulièrement des réunions qui démarrent à 17h. Alors, est-ce que, par ce constat, on ne pourrait pas imposer dans toutes les sociétés, c'est bien sûr un grand mot que d'imposer la règle, mais je ne sais pas, moi, régulièrement, personnellement, je parle en mon nom seulement, dans ma structure, des choses, alors soit sont organisées à une heure tardive, soit le samedi, soit lors de déplacements, mais forcément, une femme, elle est évincée de la prise de décision, de la participation normale dans le cadre de ses fonctions. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Alors, je pense que la première étape, c'est effectivement que les économistes mettent à jour le fait que les femmes, par exemple, plus que les hommes, doivent adapter leur activité professionnelle à la présence des enfants et quel impact ça a après en termes de carrière et de salaire. Ça, je pense que c'est la première étape. Après, la question de la régulation, la question de l'intervention publique, de la législation, comment faire que ces pratiques changent, comment inscrire ça dans la loi, c'est effectivement la responsabilité de tous les citoyens et citoyennes. C'est-à-dire que c'est aussi comment imposer ces thèmes dans le débat, pousser au niveau des organisations syndicales, parmi les associations. Ça dépasse largement la responsabilité des économistes, je pense. Sur le constat, effectivement, on a un rôle crucial à jouer. Et moi, c'est ça qui me passionne dans la recherche en économie. Après, sur comment est-ce qu'on passe du constat à l'action publique, je pense que c'est la responsabilité de toutes et tous. Oui. Je suis d'accord. Votre question porte en réalité sur l'organisation du marché du travail. Et effectivement, ça dépasse de loin, disons, la responsabilité des économistes. Alors, moi, j'ai pu observer ça un peu en étudiant beaucoup le modèle suédois et la Suède et comment ils ont fait les choses là-bas. C'est sûr que ce qui frappe depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'eux, ils ont avancé dans la prise en compte des choses dont vous parlez justement. Parce que c'est pas uniquement l'organisation du temps de travail, c'est aussi comment on organise l'égalité ou l'inégalité salariale. Quels sont les instruments ? Enfin, là, on pourrait parler très longuement sur les instruments de ça dépasserait la fin. Ça mériterait un autre débat. Je vous livre sans doute, en tout cas, un ou deux réponses comme ça très, très générales. C'est que il y a un lien très intime avec tout le modèle, disons, de la protection sociale, en gros. C'est comment ça s'est fait que dans les pays scandinaves, quand vous êtes mère célibataire, vous ne tombez pas dans le piège de travailleurs pauvres, alors que c'est le cas souvent ici. La réponse existe. Elle existe dans l'organisation on ne va pas l'étaler aujourd'hui, mais elle existe. Elle peut être très, très monétarisée, très factuelle sur comment vous organisez les services sociaux, comment vous organisez les prestations sociales. Il faudrait prendre point par point. La question en amont, évidemment, pourquoi est-ce que ces choses-là ont été mises dans le débat public ? Constaté donc. Et beaucoup plus dans ces pays-là qu'en France. Parce que là-bas, il s'est opéré à un moment donné une alliance entre le féminisme, qui était un mouvement là-bas très très vaste, et pas un mouvement universitaire, un très vaste mouvement, et la social-démocratie nordique, et qui ont intégré toutes ces questions-là. Donc l'exemple classique, c'est la couverture des crèches publiques à 100%. Évidemment, c'est quelque chose qui aide à réduire les inégalités scolaires, parce que c'est dans des âges très précoces, entre 2
4, 5, 6 ans que ça se joue, où les inégalités sociales se traduisent en inégalités cognitives, inégalités scolaires. Donc les crèches publiques suédoises ont démontré qu'on peut augmenter la mobilité sociale dans le temps, ça c'est une chose. Elles ont cet investissement public, financé par l'impôt, a permis massivement d'augmenter le taux d'emploi des femmes, et de sorte qu'il est aujourd'hui quasiment au même niveau que celui des hommes. Et après quoi, il y a tout simplement les instruments de dialogue social qui n'existaient pas en France. C'est que déjà, pour regarder les questions comme celle-ci du temps du travail, mais des inégalités, ça concerne directement qui organise le marché du travail en France. Bon, en France ou dans un pays. Donc, malheureusement, on revient toujours au même constat. C'est que là où il y a un dialogue social fort, avec des partenaires sociaux forts et qui se respectent mutuellement, on arrive à des résultats bien plus différents que dans les cas français. Donc je ne pense pas que ça soit l'absence de données sur des choses comme ça, que c'est la non prise en compte par le marché du travail, par les décideurs du marché du travail. Et du coup, pour le coup, je ne pense pas que les économistes universitaires soient responsables de ça, en tout cas pas les seuls. C'est une question beaucoup plus large. Si on veut l'attaquer, on commence par la pédagogie en classe, je pense. Merci beaucoup, Monsieur Kalinowski. Il nous reste 10 minutes. Donc je vais vous demander de peut-être ramasser vos dernières questions et que les réponses soient aussi éventuellement concentrées. On n'a pas entendu Patricia Blin. Est-ce qu'elle veut prendre la parole ? Ah, c'est la prise de notes, pardon, excusez-moi. C'est possible, je peux rajouter un mot. C'est aussi important, bien entendu. Alors, vos dernières questions. Peut-être que... Oui, c'est gentil, mais j'aurais vraiment souhaité réagir sur ce point-là. Je suis un tout petit peu surpris, même dans la formulation de la façon dont vous formulez la question, et peut-être quelques éléments de réponse, c'est-à-dire la prise en compte, la valorisation du travail domestique, pour peut-être mieux mettre en valeur le travail fait par les femmes. Dans les débats publics, c'est pas comme ça que la question est posée, c'est de dire le travail domestique doit être plus partagé pour que les femmes puissent aller se sociabiliser par le travail de manière plus générale. Mais ça, c'est un petit peu hypocrite quand même. C'est peut-être un peu hypocrite, mais je pense que la solution consiste à dire on va essayer de mettre dans le PIB ou dans un indicateur de productivité le travail domestique des femmes. Alors, moi, je me pose en faux contre ça. Je pense que c'est pas une bonne idée et c'est pas du tout la direction. Mais j'ai pas dit que c'était. J'ai dit que c'était principalement pris en charge par les femmes, mais pas seulement. Voilà. Mais c'est pas du tout pour vous contredire. C'est même Clémentine disait adapter l'activité professionnelle aux enfants, par exemple. Alors il faut le faire, mais je pense que quand même la question qui se pose, c'est permettre une organisation du travail qui permet de gérer la carrière des hommes et des femmes à la fois, et en même temps la vie de famille, et avoir un partage du travail domestique, de s'occuper des enfants. Il y a plein d'études là-dessus. Les dernières études montrent que les écarts sur le marché du travail entre les femmes et les hommes, tout se passe au moment de la naissance du premier enfant. Il y a énormément de réductions maintenant, quand même, des inégalités de salaire et des inégalités entre les femmes et les hommes, y compris en France. Désolé si ça a l'air un peu... il y en a encore énormément, il y en a encore énormément, mais c'est le seul domaine d'inégalité où ça se réduit quand même. C'est un seul marge si on regarde. Aux États-Unis, on a toutes les études sur les inégalités ethniques, par exemple, où ça explose. Les inégalités générales entre les plus pauvres et les plus diplômés, les moins diplômés, tout ça explose. Ça explose partout. Le genre est quand même, au niveau de nos sociétés développées, une forme de progrès, un des domaines dans lesquels on arrive à faire quelques progrès au regard des indicateurs quantitatifs qu'on a sur les salaires, etc. Je voulais juste dire un mot, parce que c'est aussi donc sur la participation des citoyens, etc. Moi, je suis dans un conseil qui s'appelle Conseil supérieur pour l'égalité professionnelle, donc qui est en charge de s'occuper de ces questions d'égalité femmes-hommes au travail. Et donc c'est paritaire, c'est-à-dire que les syndicats siègent, le patronat siège, et il y a ensuite l'administration et des chercheurs. Donc c'est aussi une instance quand même où il y a du dialogue avec la sphère civile et les représentants personnel, côté syndicat et patronat. Il y a un travail, par exemple, qui a été fait, donc lié au marché du travail, de reprendre toutes les qualifications. Il y a un guide qui va sortir dans quelques semaines.
toutes les qualifications professionnelles. Donc les qualifications professionnelles sont faites en disant, voilà, tel métier, assistante maternelle, il faut savoir lire ou pas, savoir écrire, savoir compter, puis porter des charges physiques, il y a de la pression psychologique. Donc il y a tout un tas de critères élaborés par les partenaires sociaux. Et on dit, il y a 4 points attribués pour tel critère, 3 pour tel autre, etc. On additionne les points et puis à la fin, on met un salaire minimum dans la branche d'activité pour le métier en question. Et donc il y a eu tout un travail de fait pour comparer les branches et les métiers qui sont très largement dominés par les femmes en effectif et ceux très largement dominés par les hommes, afin de montrer que dans la construction de ces grilles et de ces qualifications, il y avait eu, très souvent, les hommes avaient été favorisés, c'est-à-dire que des métiers très similaires, ambulancier versus assistante maternelle, ou infirmière, ambulancier versus infirmière, on considérait qu'ambulancier était un métier plus qualifié qu'infirmière quand on faisait la suite des critères, et qu'en fait, si on mettait ça face à face, on pouvait voir que c'était pas le cas, et donc il y a du coup une initiative politique suite à ces travaux qui ont été initiés par une économiste du Conseil pour essayer de reprendre les grilles de qualification. Merci. Il reste quelques minutes. Est-ce qu'on a épuisé le stock de à ce moment-là, moi je voudrais bien... c'est très intéressant cette question du genre. Alors, juste pour d'où ça vient, en étant très rapide et un peu caricatural, la première explication de la sous-estimation de la contribution des femmes à l'économie vient évidemment du fait que les hommes sont d'affreux machos et que les économistes sont d'abord des hommes. Donc, effectivement, ça explique assez bien la situation. Ensuite, quand on regarde les théories économiques, on se rend compte qu'elles ont jusqu'à présent tout eu du mal à intégrer l'hétérogénéité. Donc, c'est assez évident pour la théorie néoclassique, puisque ça a été dit déjà, l'homo economicus est un être abstrait, et donc, puisqu'il est abstrait, c'est un homme. Évidemment. Pour les keynésiens, la solution, ça a toujours été la croissance économique. Donc on a eu tendance à penser que s'il y avait de la croissance, tout le monde allait en bénéficier, donc il n'y a pas besoin de se préoccuper des situations particulières. Sans doute que la tradition marxiste était la plus propice à la prise en compte des différences, puisque les économistes marxistes, dans leur combat politique, se sont attachés à défendre les femmes, les immigrés, etc. Mais ça ne s'est pas retrouvé tellement dans leur théorie économique. Et c'est sans doute aujourd'hui plus du côté des économistes écologiques, qui sont comme en plein boom, qu'il y a cette meilleure prise en compte de la différence des situations, et notamment des femmes. Mais ce que je voudrais dire, et pour compléter ce qu'a dit Thomas, c'est que pour être positif pour une fois, je pense que c'est un domaine où effectivement la connaissance, puisqu'il y a plein de travaux empiriques qui sont développés ces dernières années, la connaissance progresse, et que donc on arrive de plus en plus à montrer finement les origines des inégalités entre les hommes et les femmes, et donc ça permet de mieux les traiter, c'est de mieux conseiller les dirigeants politiques qu'avant. Je pense qu'il y a plein de gens qui travaillent maintenant sur ces questions. Et pour donner un autre exemple complémentaire, la question des discriminations, qui a été très longtemps complètement sous-estimée, alors par les économistes, mais aussi par les sciences sociales en général en France, du fait, je pense, de la prégnance du modèle universaliste qui fait qu'on raisonnait éventuellement en termes de rapport de force entre travail et capital, mais on avait beaucoup de mal à intégrer, par exemple, la question des immigrés et de la discrimination sur la base du patronyme ou de l'adresse ou de la couleur de peau sur le marché du logement et sur le marché du travail. Comme vous le savez, les économistes maintenant ont lancé des opérations de testing en vraie grandeur, en répondant à des annonces immobilières ou à des offres d'emploi. Et encore récemment, notamment autour de Yannick Lorty, il y a toute une équipe qui a montré des résultats, et je crois que sur le marché du logement à Paris, par exemple, et on montre qu'entre un fonctionnaire au nom blanc, entre guillemets, et un travailleur du privé au nom nord-africain, le premier a, je crois, 40% de chances d'être convoqué pour une visite d'appartement et le deuxième 10% ou quelque chose comme ça. Et donc, on sait maintenant mesurer quand même de mieux en mieux les phénomènes de discrimination, d'inégalité. Et donc, je pense que c'est un des domaines où l'économie appliquée fait des progrès tout à fait intéressants. Et je pense que ça va avoir des conséquences dans les années qui viennent en termes de législation. Bien, Jérôme Blanc. Oui, peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué sur les conséquences de cette non-prise en compte. Si on parle de l'homo economicus, on parle d'un individu rationnel, on l'a dit. C'est quelqu'un qui est socialisé dans l'échange. L'échange est un moment pour lui de rationalité et de maximisation de son utilité. Et l'individu se socialise dans un cadre concurrentiel. Et je pense que c'est très important d'avoir ça en tête parce que le modèle implicite que l'on a de l'économie, c'est un modèle
de la concurrence, où tout le monde est mis, toutes les organisations, tous les individus sont mis en concurrence les uns par rapport aux autres. On a découvert que la femme, par rapport à ce modèle-là, est plutôt altruiste. Alors la question, évidemment, est celle de la construction de cet altruisme féminin, qui n'est pas quelque chose de naturel. Mais donc, il me semble que l'un des éléments vraiment très importants de cette focalisation de l'économie sur cette figure masculine non dite comme telle, c'est d'éliminer des catégories de rapports dans notre société qui sont beaucoup moins fondées sur la concurrence. Après, sur la question de l'émancipation, je dirais, féminine, aujourd'hui, on parle de socialiser par le travail, c'est très bien, il faut, d'accord, sortir de l'ordre domestique, mais je voudrais juste souligner, du coup, le biais que cela entraîne, c'est-à-dire que on soumet dans ce cas les femmes à l'ordre masculin, finalement, c'est-à-dire à une représentation masculine de ce qu'est l'économie. Et donc, d'une certaine manière, pour ajouter peut-être un petit commentaire, l'idéal serait peut-être pas tant ou pas seulement de masculiniser l'univers féminin, mais aussi de féminiser l'univers masculin, c'est-à-dire faire rentrer aussi les hommes dans l'ordre domestique et considérer que la socialisation peut être aussi autrement que par le travail. Merci. Alors, on arrive bientôt au terme de notre séance. Je peux Sakina, juste un très rapide. Là, je crois que c'est terminé. Je crois que Sakina voulait poser encore une question, mais ce sera vraiment la dernière. Oui, moi j'aurais une dernière question. Donc, par rapport à tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, je parle au nom de tout le panel. Est-ce que vous êtes à même de reconnaître aujourd'hui qu'on a un savoir d'usage, une expertise d'usage? Enfin, est-ce que vous avez entendu en nous des voix qui vous parlent ou qui dorénavant vont orienter vos recherches? Et si oui, je suppose que c'est oui. Est-ce que vous pourriez envisager de nous faire participer à vos réflexions? Et de quelle manière? Bien, alors, je ne sais pas si vous souhaitez répondre à cette interpellation rapidement, en 30 secondes, peut-être les uns et les autres, et après nous terminerons cette séance. La réponse est oui. Enfin, nous, c'est les citoyens en général, j'entends ça comme ça. La réponse est oui à partir du moment où, personnellement, je travaille sur des dispositifs qui sont imaginés, créés sur le terrain par des gens qui vivent sur leur territoire. Il s'agit des monnaies locales, des monnaies associatives, etc. Et précisément, quand on observe ces phénomènes, on observe des gens qui se saisissent d'un enjeu économique qui est pour eux important, qui cherchent à comprendre, et donc qui ont une soif de savoir et de compréhension, parfois maladroite, et qui ont aussi le courage de s'associer pour mettre en place des projets quand même assez compliqués, qui sont des projets monétaires. Donc ma réponse est complètement oui. Merci. D'autres de quelle interventions? Pour moi également, hein, évidemment. Ça, en plus, moi, quelque part, je le fais déjà d'autres façons, puisque, comme je l'ai dit au début, moi, je ne suis pas universitaire, je suis très souvent à la jonction entre les mondes universitaires et les secteurs associatifs, le monde syndical et d'autres, etc. Donc, évidemment, oui. Gilles, peut-être un mot? Non? Bon, ouais, moi, je suis aussi un cas à part, puisque je ne fais pas de recherche. Je consacre mon temps... outre les activités domestiques qui me prennent beaucoup trop de temps, je consacre mon temps à l'enseignement et à la rédaction de ce qu'on appelle des livres grand public où j'essaye d'expliquer le fonctionnement de l'économie. Donc je ne sais pas ce que sera mon prochain bouquin, mais je suis prêt à voir avec vous quelles questions vous posez et essayer d'y répondre.
Alors moi, je suis pas économiste, on y passe tous, hein, donc bon voilà, je pourrais éviter la question, donc ça m'arrangerait, non. Mais je co-anime avec d'autres un réseau de chercheurs qui travaillent sur la participation et qui vient de prendre conscience. Ça s'appelle un GIS démocratie et participation. Ça fédère une cinquantaine de laboratoires où il y a des chercheurs qui travaillent sur la démocratie participative. Et on s'est rendu compte, alors très récemment, ça a été une vraie prise de conscience que finalement on n'avait pas du tout envisagé de collaboration avec les acteurs. Et là, en ce moment, on est vraiment dans une sorte de révolution copernicienne où, après avoir essayé d'asseoir académiquement ce type de recherche, et donc voilà, nous aussi, on y vient. Hein. Et moi, je suis un peu comme Gilles, je fais de la science publique, de la sociologie publique, c'est-à-dire que je passe quand même une grande partie de mon temps à vulgariser, à ce qu'on appelait autrefois vulgariser les recherches. Alors oui, bien sûr, je reconnais aussi votre expertise d'usage et on attend d'ailleurs, il y a un document qui sort, hein, c'est ça, donc on attend, parce qu'aujourd'hui vous avez posé beaucoup de questions, mais on attend de pouvoir vous lire évidemment. Alors moi je fais pas mal de recherches sur le syndicalisme, donc je suis tout à fait preneur d'expertise, mais il faudrait que je puisse vous les présenter pour que vous fassiez un retour direct sur des sujets précis. Merci, bien, on en prend acte. Pardon, excusez-moi, merci à tous d'avoir participé à cette table ronde et à cette journée. Merci au panel des citoyens qui étaient là, bravo. Et merci aux intervenants. Donc, juste quelques mots de clôture. Un grand merci à tout le monde et à tous les gens qui ont bien voulu venir intervenir et débattre, dialoguer et discuter. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Effectivement, on n'a pas de session de clôture, synthèse là aujourd'hui, parce que cette synthèse se fait demain par notre panel, effectivement, qui va rédiger un document, un appel, qui va ensuite être médiatisé ensuite. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite sur la chaire et la suite de cette institution qu'on commence à entrevoir les contours aujourd'hui? On va passer maintenant à la phase académique de appel à candidature, etc., pour la chaire en soi. Mais il y aura aussi un agenda un peu plus politique, continuation, on espère bien, de ce qu'on vient de vivre là aujourd'hui, pour que ça puisse prendre plus de place aussi dans une institution de recherche académique sur l'économie. Donc je vous remercie énormément, tout le monde qui a participé, tout le monde qui a bien voulu être là. Oui. Je ne les connais pas, donc il arrive. C'est un des éléments d'information qui m'a manqué, effectivement. Merci de ma part aussi pour avoir été là. Donc vous aurez lundi dans le 7-9 des éléments de reportage qui ont eu lieu aujourd'hui dans la journée. Vous aurez au 13-14 des éléments d'information. Vous aurez un direct avec des représentants du panel qui seront élus parmi eux demain de 14h à 14h30 dans l'émission de la tête au carré, qui est réduite parce qu'on est en campagne présidentielle, donc c'est plus une émission qui fait 1 heure jusqu'au 23 avril, mais elle fera 30 minutes. Vous aurez un reportage samedi prochain dans On n'arrête pas l'écho le samedi matin. Et comme l'a rappelé Ulf, la chaire dès l'automne, à mon avis assez rapidement, mais on en parlera aussi avec l'ensemble des intervenants, un agenda politique qui, je pense, devrait être intéressant. Merci à vous. Merci Lionel d'avoir organisé tout cela.